Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne Bismart et que vous suivez sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. Ici, on pousse les portes de l'innovation et les vendredis, on découvre un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, mon invité est un entrepreneur qui collectionne les succès, tout comme il se passionne pour l'art, la création ou encore les futurs possibles, les futurs numériques. Mon invité, c'est Stéphane Distinguin, fondateur et PDG de Faber Novel. Ce sera donc sa grande interview dans quelques instants. Et puis, Smart Tech se refermera sur son rendez-vous Space Tech avec deux startups du secteur qui ont rejoint la nouvelle liste du Next 40. Mais tout de suite, donc, on y va, on passe à l'interview créative. Mon grand invité aujourd'hui, donc Stéphane Distinguin, est un entrepreneur à succès, fondateur dirigeant de l'agence d'innovation Faber Novel. Il a notamment cofondé Digitic, qui est la principale plateforme de billetterie en ligne rachetée par Vivendi, dirigé le NUMA ou encore Silicon Sentier, l'association au cœur de la scène tech parisienne. Il a été membre du Conseil national du numérique, présidé Cap Digital, le premier cluster numérique européen, et aussi la grande école du numérique qui forme plus de 10 000 personnes par an au métier du numérique avec un accent particulier sur la mixité et la diversité. Et en ce début d'année 2022, il publie cet essai « Et si on vendait la Joconde ?» publié chez JC Lattès, qui est en fait une question provocatrice, mais surtout un prétexte pour nous faire découvrir le marché de l'art, cette économie particulière de la création, et puis aussi des futurs possibles qui passeraient par un plan de relance pour la création. Bonjour Stéphane Distinguin. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Et si on vendait la Joconde, vous racontez qu'en fait cette question vous est venue devant le Louvre. On était en plein confinement en avril 2020. Le marché de la production culturelle était totalement à l'arrêt à ce moment-là. Et on était tous finalement devant Netflix à consommer un peu différemment la culture. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette ultra-consommation de produits fournis par des plateformes numériques américaines pose des questions vis-à-vis de notre regard de la culture, vis-à-vis du marché, de l'économie, de la création ? Bien sûr qu'elle pose des questions. D'abord parce qu'elle a bouleversé en fait nos modes de consommation et qu'on n'est pas tous égaux face à ces modes de consommation. D'abord, il y a l'âge. Une étude est sortie récemment qui rappelait que, pour parler d'un art un peu différent, mais la musique, oui. Les salles de concert, l'âge médian, donc celui qui sépare en deux en fait, le nombre de personnes dans une salle, est passé pour ces salles de concert de 31 ans, une petite trentaine, à 61 ans, en les deux 81 à aujourd'hui. Donc en 40 ans à peu près, on a comme ça quasiment doublé l'âge en fait des personnes qui sont présentes dans une salle de concert. Donc ça veut dire que la nouvelle génération va moins sortir. Elle va moins sortir parce qu'elle va moins au cinéma, elle va évidemment plus sur Netflix. Elle a aussi, on s'est beaucoup amusé et beaucoup de médias ont repris le sujet. Vous savez, vous avez entendu parler du Pass Culture, qui est en fait qui permet aux jeunes d'accéder à la culture. C'est une mesure qu'on a importée d'Italie, qu'il a mis en place depuis maintenant quelques années, et où on se rend compte que les 12 premiers biens culturels achetés par des jeunes donc à 18 ans, c'est des mangas, les 12 premiers. Et vraiment, loin de moi l'idée de dire il faut pas regarder Netflix, les mangas c'est mal, c'est pas du tout le sujet. Oui, il n'y a pas une bonne et une mauvaise culture. Vraiment pas. Mais vraiment pas. Mais c'est vrai que ça pose la question de comment on produit, comment on distribue, comment on diffuse, comment on accède à la culture aujourd'hui, et quelle est cette culture. Donc cette caution, la et donc c'est plutôt une culture étrangère aujourd'hui finalement, comme vous citez les mangas ou encore Netflix. C'est un bon point. Elle est effectivement étrangère parce que on a peut-être choisi d'avoir la Joconde, qui est une œuvre globale. Donc les gens viennent du monde entier. On a cette chance extraordinaire d'avoir un tableau comme ça qui justifie que au moins 3 millions de personnes viennent au Louvre chaque année pour la voir, rien qu'elle. Donc ça fait des millions de personnes et peut-être des dizaines de millions de personnes depuis des années. Donc c'est un succès international. Donc on a aussi notre part de globalisation et d'accès à cette culture internationale. Mais c'est vrai que peut-être d'autres sujets de production, je parle beaucoup de la Corée du Sud, qui est pour moi une grande source d'inspiration, et puis qui évite aussi de parler que des États-Unis, de Netflix, d'Hollywood. Donc la Corée du Sud récemment, avec Squid Game, vous avez entendu certainement parler. La série à succès. La série
vraiment événement de la fin de l'année 2021, diffusé sur Netflix, avec un groupe comme BTS, donc, qui est le plus grand groupe de pop des dernières années, sans l'ombre d'un doute. La K-pop, qui est un groupe qui remplit des concerts, qu'ils soient réels ou virtuels, en l'espace de quelques minutes. Ou même Bong Joon-ho, Parasite, donc qui pour le coup est peut-être un petit peu plus... donc là on est dans le cinéma. Dans le cinéma, et puis dans le cinéma, je veux dire de cinéma vraiment pour cinéphiles, puisqu'on parle d'un film qui a réuni des prix comme c'est quasiment jamais arrivé. C'est le premier film non anglophone à gagner l'Oscar du meilleur film. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Et quelle est leur méthode en fait pour pouvoir comme ça arriver à diffuser des créations artistiques dans le monde entier et c'est aussi ce que j'essaye de démontrer dans le livre. Ce que je trouve fascinant, c'est que cette création artistique, elle ne s'arrête pas là. C'est magnifique déjà, mais il faut quand même savoir que la Corée du Sud est le seul pays au monde à avoir un excédent commercial avec la Chine. Et donc, on sait tous que c'est pas évident d'avoir un excédent commercial avec la Chine en début du 21e siècle. Et vous faites ce lien entre l'effervescence culturelle, la puissance même culturelle et la puissance économique. Elle est évidente. Et c'est aussi pour ça que je reviens à ma chère Joconde. C'est pour ça que la Joconde aussi est fascinante, parce que c'est une œuvre d'une époque. C'est une œuvre de la Renaissance, et c'est ce moment particulier dans l'histoire, avec un grand H, où une famille, les Médicis, a inventé beaucoup de choses. Alors pas que, mais enfin le commerce, la comptabilité, qui a permis d'inventer des banques, ces banques ont financé en fait des activités, qui ont elles-mêmes en fait créé des industries, qui ont fait appel à des artistes, qui étaient d'abord que des artisans, et tout ça, ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème, et vous êtes très très habitué à ces sujets-là, quand vous parlez de la French Tech, quand vous parlez c'est ça qui me fascine, c'est comment est-ce qu'on crée un écosystème créatif, et dans un écosystème créatif, on trouvera au même endroit des artistes, des entrepreneurs, des chercheurs, et c'est ça en fait qu'il nous faut aujourd'hui, et c'est ça qui est, à mon avis, la réussite. Alors, et vous dites, vous voulez sauver le monde de la culture pour permettre aux artistes de continuer à écrire notre futur. C'est eux, aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent écrire notre futur, des futurs différents? Moi, j'en suis archi persuadé. Ça faut chacun, je ne sais pas si c'est névrose, mais chacun. Enfin, moi, je suis entrepreneur et je connais mes limites. C'est-à-dire que je pense que les entrepreneurs ont une part importante dans la conception et la distribution du futur. Vous savez, il y a une phrase qui m'habite et que je dis au moins une fois par jour, qui est la phrase d'un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson, qui dit que le futur est déjà là, mais qu'il n'est pas distribué de manière équitable. Et donc, je pense que la responsabilité d'un entrepreneur, c'est justement de réussir à trouver où est le futur, essayer de le distribuer le plus équitablement possible, et d'en faire une activité qui peut être une activité commerciale, mais qui a pour vocation d'abord de distribuer de façon équitable. Mais ceux qui inventent le futur, ceux qui le prédisent, ceux qui l'identifient, c'est souvent les artistes. C'est la capacité de créer de nouveaux imaginaires. Quel rôle joue la technologie? Parce que vous l'évoquez à travers différents chapitres, mais plus particulièrement vers la fin, où vous parlez du potentiel d'Internet, vous explorez aussi les expériences autour des NFT, c'est-à-dire une nouvelle façon en fait, de concevoir une œuvre dans le monde numérique. Quel rôle joue la technologie aujourd'hui dans cette possibilité de créer de nouveaux imaginaires, de nouveaux futurs? Ce sont juste des outils. À chaque fois, je vais partir, si vous m'y autorisez, je vais partir de la Joconde, qui est une offre aussi, qui est une offre technique. Ce qui fait la magie de la Joconde, et ce qui nous attire depuis des siècles maintenant, c'est justement parce qu'il y a une technique très particulière derrière la Joconde. Alors là, on la voit fondre. Ça, c'est le NFT que vous avez acheté? Oui, tout à fait. C'est moi, ça, Fano. Oui, j'ai décidé d'aller au bout de mon exercice et de collectionner quelques NFT qui parlent de la Joconde. Et donc, pour revenir à la technique, elle permet énormément de choses aujourd'hui, cette technique.
on sait bien, c'est votre sujet, il faut en parler toutes les semaines, qu'elle transforme les usages, les industries, les métiers. Et que donc, elle a transformé le métier d'artiste, puisque aujourd'hui, regardez David Hockney par exemple, maintenant produit ses œuvres depuis son iPad. C'est toutes les dernières œuvres qu'il a produites, et c'est aujourd'hui l'artiste vivant considéré comme le plus cher au monde. C'est un titre qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est son titre. Donc, il produit numériquement, et on sait tous qu'aujourd'hui, produire un film, la création graphique, la création musicale, Björk, depuis des années, qui produit toute seule dans sa cuisine ou ailleurs, parce qu'en fait, elle a les outils. Donc le métier d'artiste a évolué. La distribution a grandement évolué. Si vous évoquiez en introduction que l'émission serait possible à suivre sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux sont là. Être artiste aujourd'hui sans bénéficier d'Instagram, c'est compliqué. Donc il y a tous ces sujets de diffusion. Et puis après ça, il y a peut-être des domaines qu'on n'envisage pas du premier coup, mais qui sont totalement bouleversés. Par exemple, et ça je trouve ça fascinant dans ces recherches que j'ai pu faire pour ce livre, c'est qu'on n'imagine pas à quel point, par exemple, des métiers qu'on appelle les attributionnistes, donc les personnes à qui on va présenter une œuvre en leur disant est-ce que ce serait pas un Vinci, un Goya, un Picasso, vont être plus sollicités grâce à Internet et grâce aux photos qu'on peut prendre avec n'importe quel téléphone. C'est-à-dire que maintenant, c'est un exemple que j'adore, et je ne sais pas que les gens qui nous regardent maintenant vont regarder différemment, vont peut-être plus encore aller visiter leur grand-mère et regarder les toiles qui sont sur ces murs. C'est qu'en 2017 ou 2018, devant la cuisine d'une grand-mère de Compiègne, on a retrouvé un tableau de Cimabue, donc un primitif, donc un peu avant la Renaissance. C'est le record de vente en salle de vente de l'année 2019, je crois, et c'était un tableau qui était complètement, comme là, cette vieille dame ne savait pas du tout ce qu'elle avait au mur, et ça, c'est quelqu'un qui a pris une photo, qui a dit est-ce que ça vous intéresse, et puis un commissaire-priseur qui a dit ça me peut-être que, et puis la photo, et puis vous savez comment forward un email, et donc ça aussi, ça a grandement fait évoluer en fait le marché de l'art, parce qu'il y a plus d'œuvres disponibles, plus d'acheteurs aussi, et plus d'experts qui peuvent aujourd'hui les authentifier. Mais alors ce marché de l'art, il est quand même très chahuté justement par l'arrivée des NFT, donc c'est une façon en fait de vendre une œuvre numérique de manière exceptionnelle, d'en créer en fait une œuvre unique qui va être rattachée à un certificat d'authenticité et de propriété, mais ça n'empêche pas cette œuvre d'être partagée quand même sur Internet. Et pour autant, les montants sont complètement incroyables de vente de ces œuvres. Est-ce qu'on est pour vous dans une bulle spéculative? Est-ce que c'est justifié aujourd'hui? Quand on voit The First 5000 Days de Every Days de Beeple qui s'est vendu 69,3 millions de dollars par la maison d'enchères Christie's, est-ce que ça vous semble justifié? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la question. Et pour y répondre, déjà, je vous dis quelque chose, c'est que vous disiez que le marché est bouleversé, mais le marché des ventes aux enchères d'œuvres physiques a augmenté avec Internet. Et ça encore, comme toutes les autres activités sur Internet, en ligne, ça a été grandement développé pendant les confinements et pendant la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, l'impact d'Internet n'est quasiment que positif sur les ventes. Oui. Donc, et avant même de parler de biens immatériels, de NFT, les biens matériels ont eux-mêmes bénéficié en fait, de cette transformation et de cet accès en fait, au numérique. Petite parenthèse, je pense que ça intéressera nos personnes qui nous regardent, nous écoutent. Que c'est un domaine qui est surprenant parce que c'est un domaine très globalisé et dans lequel les acteurs français sont plutôt forts. Les deux plus grandes maisons, vous avez fait référence à Christie's, qui appartient à Pinault, qui vient d'ouvrir sa fondation à Paris récemment, et Sotheby's a été racheté par Drahi. Donc c'est aussi des domaines dans lesquels on retrouve des Français et de grands entrepreneurs de domaine du luxe ou du domaine de la tech, qui ont très bien compris en fait comment s'emparer ces sujets, parce que c'est des sujets qui sont de plus en plus des sujets de luxe et des sujets de tech. Donc ces sujets sont plutôt vraiment bien
bien lancées, et c'est des maisons qui sont des maisons extrêmement puissantes et qui ont compris qu'en fait il y avait un autre marché. Parce que, dernier point pour enfin répondre à votre question, c'est que le marché des NFT aujourd'hui est presque équivalent au marché de tout l'art sur l'année dernière. C'est complètement fou. Mais il ne l'a pas remplacé, il ne l'a pas écrasé. Il s'est mis au niveau. C'est ça qui est assez fou. Alors, si vous me posez la question de savoir si aujourd'hui il y a de la spéculation, est-ce que Beeple mérite d'arriver sur le podium ou à la marche ou la 4e marche du podium des artistes les plus chers contemporains avec des Kunz ou Hockney. Tout le monde aura un avis sur Kunz ou Hockney d'ailleurs, hein, oui. donc ça chacun pourra dire est-ce que l'œuvre le mérite ou pas. Je ne suis pas tout à fait persuadé, pour être honnête, mais je pense que c'est une tendance qui est là pour durer. Est-ce qu'elle est surestimée aujourd'hui? Sans doute, mais il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que les personnes qui créent ce marché sont déjà des personnes qui ont gagné énormément d'argent sur la phase précédente qui était celle des cryptos. Donc qui quelque part réinvestissent dans une nouvelle phase. Et quand l'œuvre de Beeple est achetée l'équivalent de 69 millions par un collectionneur, c'est lui-même un entrepreneur des cryptos. Et donc il a dû investir à un moment où ça ne lui a pas coûté 69 millions de pouvoir acquérir cette œuvre. Voilà. J'espère vous répondre. Mais donc, il y a sans doute spéculation, mais l'argent vient d'ailleurs. Et je pense que c'est une tendance qui est là pour durer. J'ai d'autres questions sur le numérique. Est-ce que ça change dans la culture? Il y a ce mouvement de la cancel culture que vous abordez également, et avec lequel vous êtes plutôt à l'aise finalement, hein, cette possibilité finalement de décider de supprimer, d'effacer des artistes ou des œuvres parce que ils sont voués aux gémonies. Vous dites après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas, évidemment. Mais ça a toujours été le cas, c'est-à-dire qu'on s'est toujours posé des questions sur le fait de montrer des œuvres, et elles ont, ça c'est vrai que c'est plutôt des régimes totalitaires qui à certains moments ont décidé d'effacer. Ce qui vous plaît là-dedans, c'est que c'est aussi une démarche créative, c'est que finalement ça permet de repenser notre culture. Moi je pense que c'est un peu, cette question un peu sacrilège de vendre la Joconde et de dire est-ce qu'on n'a pas l'occasion de passer à autre chose, est-ce qu'elle ne nous encombre pas, je pense qu'effectivement il faut peut-être réussir à penser à la culture comme quelque chose de peut-être un peu plus vivant, plus dynamique, et que quand il y a eu ce débat que j'ai trouvé vraiment très étonnant à Rouen, vous savez, c'est comme si on avait à choisir entre une statue de Napoléon qu'on a beaucoup critiquée ces derniers temps pour des aspects très sombres qu'on présenté assez peu. Moi, j'ai pas appris à l'école Napoléon comme on nous l'a présenté récemment, et c'est aussi faire œuvre d'histoire que de rappeler que dans le contexte d'aujourd'hui, le féminicide, l'esclavage sont absolument impossibles. C'est pas possible de soutenir un personnage public, un héros, et d'en faire un héros en considérant ces points-là. Donc il faut aussi les mettre en perspective, donc ne pas oublier. Et avoir une statue, ça peut être aussi se rappeler des points positifs et à glorifier, et puis de ceux qui le sont beaucoup moins. Donc je pense que c'est une première chose. Et donc par rapport à ça, je pense que l'acte en fait qui est derrière reconsidérer ces œuvres à l'aune d'un contexte qui est celui d'aujourd'hui me semble pas du tout un point évacué. Je pense qu'il faut vivre avec, et bien vivre avec, et que après, quand je reviens à Rouen, la question c'était est-ce qu'il ne faut pas mettre une statue de Gisèle Halimi, qui pour le coup est une figure de la libération des femmes, comme vous le savez. Pourquoi est-ce qu'on a à choisir? Pourquoi est-ce que, je pense qu'il y a suffisamment d'endroits et de places à Rouen pour ne pas avoir à dire aux gens est-ce que vous voulez un Napoléon ou une Gisèle Halimi? Donc de ce point de vue-là, la création, faire appel à les artistes, ouvrir l'espace public de façon à créer aussi de nouvelles figures. C'est finalement ne rien s'interdire. On n'a plus beaucoup de temps, ça passe très vite. Je voulais aussi vous poser cette question parce qu'à la fin, alors vous dites quand même très rapidement, de toute façon vendre la Joconde c'est pas possible. C'est un exercice intellectuel, c'est vraiment une façon de comprendre comment fonctionne le marché de l'art. C'est très très riche, c'est très bien expliqué dans votre ouvrage. Mais quand même, vous essayez d'évaluer. Alors vous dites, on pourrait estimer qu'à peu près on en tirerait 50 milliards.
d'euros d'ailleurs, ou de dollars, je ne sais plus. D'euros. Et avec ces 50 milliards, donc votre idée, c'est de réinvestir dans un plan de relance pour la création, par la création. Vous pensez que ce serait plus efficace que d'investir ces milliards dans des plans de technologie, de deep tech, de quantique, par exemple ? C'est un peu ce que je vous ai dit à l'instant sur la cancel culture, c'est que ne m'en voulez pas, hein, je veux vous dire qu'il faut faire les deux, évidemment qu'il faut faire les deux. Mais moi je pense que l'investissement primordial, celui le moins important et celui qui peut rapporter le plus, et quand je vous dis primordial, c'est celui qu'il faut mettre avant les autres. Je vous ai parlé de la Corée, oui. qui réussit à exporter des microprocesseurs et beaucoup d'autres choses après avoir cette politique culturelle et de création. Moi je suis persuadé qu'il faut commencer par la culture. Ça, c'est vraiment une de mes grandes convictions. Avant la French Tech, vous nous mettez la Creative Class, cet écosystème autour de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de French Tech sans Creative Class. Donc c'est une thèse d'un chercheur qui s'appelle Richard Florida, et que donc cette Creative Class, c'est ce que je vous disais, un peu comme dans les ateliers de la Renaissance, un endroit dans lequel vous avez rencontré vraiment la diversité de la création, et que ces personnes ont besoin de se retrouver et d'être ensemble, et que si vous avez cette diversité dans un écosystème, cette créativité, vous aurez in fine en fait des microprocesseurs, de la physique quantique qui permettent de faire une power qui va porter le reste de l'économie et devenir une force d'attraction aussi. Exactement. Alors, je voulais quand même qu'on termine par notre format Interview Express, mais alors vraiment, je vais avoir le temps de vous poser quoi ? Allez, une question, Stéphane Distinguin. Vous l'imaginez comment, justement, le futur ? Comment je l'imagine ? Eh oui. Je l'imagine comme les plus jeunes. On a parlé beaucoup des usages des jeunes. Et quand vous me parlez de la question de la cancel culture et des woke, c'est pour moi, c'est des mouvements qui sont... Enfin, on a raison quand on a 20 ans. Moi, c'est vraiment un de mes leitmotifs. Donc c'est eux qui ont la réponse. C'est eux qui ont la réponse. Et moi, je ferai tout pour qu'il y ait toujours ceux qui ont 20 ans et la possibilité de se dire qu'ils ont raison. Merci beaucoup. Stéphane Distinguin, fondateur PDG de Faber Novel. Donc, votre essai, et si on vendait la Joconde chez JC Lattès, c'est un vrai voyage dans le marché de l'art, son économie et l'évolution des pratiques. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, donc c'est notre rendez-vous dans l'espace. Nous, on se retrouve lundi. On aura évidemment plein de nouvelles autres discussions sur la tech. Excellent week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au business et à l'exploration spatiale. Au programme aujourd'hui, le secteur spatial a fait son entrée au Next 40. 3 entreprises ont rejoint le classement de la French Tech. 2 d'entre elles sont en plateau aujourd'hui avec nous, Loft Orbital et Kineis. Leurs ambitions, faire voler des logiciels, offrir des services aux opérateurs de satellites, connecter les objets du monde entier, un marché de la data que l'on va découvrir ensemble sur le plateau de Smart Space. On va aussi parler de levée de fonds et de financement, puisque ces 2 entreprises comptent parmi les rares dans le secteur à avoir levé plus de 100 millions d'euros. Comment expliquer cette attractivité ? Peut-être dans un modèle de développement plus proche du monde de la tech que celui du secteur spatial. Mais surtout, ces 2 entreprises, vous le verrez, sont venues nous annoncer, nous présenter en exclusivité à la télévision une très prochaine collaboration. Alors il est temps désormais de passer à l'émission Smart Space et de vous présenter mes invités du jour qui sont avec moi en plateau. Antoine Dechassy, cofondateur et président de Loft Orbital. Bonjour. Merci bien. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Loft Orbital, je le rappelle, fondé en 2017 dans la Silicon Valley, donc basé à San Francisco aujourd'hui, et aussi à Toulouse depuis peu. Vous offrez chez Loft Orbital des services clés en main basés sur vos satellites et facturés à l'usage. On va revenir un petit peu plus en profondeur sur ce que vous proposez. À vos côtés, Alexandre Tisserand, président de Kineis. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors Kineis, fondé en 2018 à Toulouse, opérateur de satellites, et vous avez une ambition, déployer la première constellation française de mini-satellites destinés à l'Internet des objets.
objets. Vous êtes tous les deux donc acteurs de ce qu'on pourrait appeler le monde du numérique, du secteur spatial, où on parle data, où on parle software. Alors on va commencer peut-être par mettre en lumière cette branche assez mal connue dans ce secteur aujourd'hui, assez complexe aussi à déterminer. Alexandre, on peut commencer avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire d'être opérateur de satellites spécialisé dans l'IoT? Bien sûr, c'est une bonne question. Merci pour l'invitation encore une fois. Donc Kineis, on est effectivement un opérateur de connectivité globale dédié à l'Internet des objets. Donc on connecte n'importe quel objet partout sur la planète grâce à nos satellites. Aujourd'hui, on a 7 satellites qui volent et comme vous l'avez précisé, on va lancer l'année prochaine, donc en 2023, une constellation de 25 nanosatellites. Une petite maquette qui représente ici, peut-être qu'on la verra tout à l'heure, et qui va nous permettre de densifier la constellation, accroître ses performances et vraiment démocratiser l'accès à cette connectivité. Donc très concrètement, on va avoir des petits objets, des petits capteurs qui vont se trouver sur des animaux sauvages pour les scientifiques, sur des bateaux de pêche, sur des containers et d'autres flux logistiques. Tout un tas de secteurs avec lesquels on va pouvoir remonter un peu de data, donc une position, une température, une pression, une humidité, un déclenchement d'ouverture de porte, de la lumière, bref, peu importe. Cette data, elle est envoyée au satellite et elle est récupérée par notre data center à Toulouse, qu'on transmet ensuite aux clients. Et évidemment, le point très important dans tout ça, c'est que la couverture est absolument globale. Et là où les réseaux terrestres couvrent aujourd'hui que 15% de la surface du globe, donc vraiment l'entièreté du globe, et donc d'un pôle à un autre, je parlais des animaux, on suit des ours polaires, on suit des chameaux, des rennes, mais des bateaux de pêche au milieu du Pacifique, ou bien encore des containers qui se trouvent dans des ports en Asie du Sud-Est. Donc à la fois du hardware et du software. En vous Exactement. Donc on lance des satellites, on les opère, comme on opère un réseau télécom en fait, et côté terminaux, côté objets connectés. Oui. Donc on fait un petit peu d'électronique, on fait un petit, je l'ai souvent avec moi, peut-être que je l'ai ici, mais on fait un petit module, voilà, qui fait 2 cm par 3, je ne sais pas si on le voit, mais qui permet avec ça, on met une petite batterie, on met une antenne et puis un petit capot, et ça se connecte directement au satellite. Ça permet de suivre vraiment ce qu'on veut, n'importe où, à n'importe quel moment. Antoine, à vous. Alors si je résume l'activité de Loft Orbital, finalement, vous permettez en quelque sorte aux entreprises de faire voler leur logiciel. C'est assez bien résumé, en tout cas c'est un objectif. Oui. Vous l'avez dit, on est une société franco-américaine, née dans la Silicon Valley et qui grandit en France. On est une société qui permet à des entrepreneurs, à des sociétés, à des ONG, à des gouvernements d'accéder à l'espace de façon beaucoup plus simple qu'on ne peut le faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande complexité. On a dit que l'espace était simple. Grande complexité quand même du spatial et qui continue à grandir avec différents réseaux, de l'IoT, des télécoms, une explosion, on peut dire, des applications. Et nous fournissons l'infrastructure en orbite basse, l'infrastructure spatiale qui permet d'accueillir des clients qui veulent s'affranchir de la complexité d'une mission. Acheter un satellite, l'intégrer, faire un lancement, alors que leur métier sera peut-être dans la data, sera peut-être dans l'exploitation de l'information et pas forcément dans la complexité d'une mission. Nous fournissons cette infrastructure et nous accueillons ces clients avec un objectif de réduire les délais, parce qu'aujourd'hui on doit accéder beaucoup plus vite, on reviendra sur le thème que vous avez évoqué de la tech, des délais beaucoup plus courts, un coût partagé, la seule façon c'est de partager la ressource pour pouvoir faire diminuer le coût, et évidemment une fiabilité des services, d'où les partenariats qu'on a pu faire avec des fournisseurs de plateformes. Alors la grande nouvelle du jour, c'est justement que ces services que vous proposez, vous allez les proposer à Kineis. Donc je vais vous laisser nous détailler cette information, mais vous l'avez dit Alexandre, vous avez déjà 7 nanosatellites dans l'espace, vous voulez en envoyer 25. Mais pas avant 2023 avec Rocket Lab, l'entreprise américaine qui propose des lancements de petites charges dans ces fusées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que grâce à Loft Orbital, on ne sera pas obligé d'attendre 2023 pour vous voir dans l'espace de nouveau? Alors, en effet, on va tirer du coup des satellites avant 2023, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais. Et donc, effectivement, on les lance depuis la Nouvelle-Zélande par cette entreprise l'année prochaine, donc la constellation de 25 nanos. Et en fait, ce qu'on fait avec Loft Orbital, c'est qu'on prépare l'avenir.
C'est-à-dire qu'on investit pour tester de nouvelles fonctionnalités, tester de nouveaux services en orbite, pour qu'ensuite on puisse les déployer sur notre constellation une fois qu'elle sera en vol. Et ce qui est vraiment très très bien avec Loft Orbital, c'est que on a eu une idée de pouvoir tester de nouvelles modulations, de nouveaux protocoles de communication avec une entreprise qui s'appelle Turnwaves, qui est associée au projet et qui a de très très bonnes idées sur le sujet, et des technologies qui fonctionnent bien au sol et qu'on veut tester en orbite pour vérifier que ça marche et ensuite la déployer sur nos satellites. Souvent, comme le disait Antoine, c'est long de faire ça parce que avoir l'idée, construire le satellite, le tester, le retester, le surtester et ensuite l'envoyer, tout ça peut prendre beaucoup de temps, 2 ans, parfois plus, sauf si on a des choses sur étagère. Mais là, précisément, on est dans de l'innovation, on est dans de la nouvelle fonctionnalité, du test. Et avec Loft Orbital, on va pouvoir lancer quelque chose dès cet automne. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait révolutionnaire avec un système que je laisserai Antoine détailler, mais reconfigurable à bord. On va pouvoir monter notre logiciel sur ce satellite-là, faire des tests, quelque part remodifier le logiciel et refaire des tests, de sorte qu'à la fin, on ait des informations pertinentes qui nous permettent de se dire si cette nouvelle technologie, qui pourrait apporter de nouvelles performances à notre service, peut être implémentée sur notre constellation qu'on va lancer l'année prochaine. Donc concrètement, ça veut dire que quoi? En septembre, vous parlez d'automne, peut-être au mois de septembre, vous partez avec Loft Orbital tester vos nouvelles applications logicielles sur des satellites Loft Orbital. C'est ça. Très bien. C'est ça. Voilà, de septembre, vous serez tous devant votre téléviseur pour regarder le lancement. Et avec quelle fusée? Avec SpaceX. Nous avons des contrats avec SpaceX, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler avec d'autres lanceurs, mais nous avons une logique d'abstraction du ce qu'on appelle le segment spatial et de toute cette complexité d'un système spatial. Les équipes de Kinéis, peu importe qu'on lance avec SpaceX, qu'on lance sur un satellite X ou Y, ce qu'ils veulent, c'est de la performance et être à temps. Et ça, c'est un renversement de la logique qu'on connaît dans le spatial, où d'habitude, vous avez une application et puis ensuite, tout se déroule, y compris les coûts et les délais, en fonction des contraintes du système et pas en fonction de contraintes économiques. Donc nous avons un satellite qui est prêt, nous avons un lancement qui est déjà réservé et nous mettons à disposition de sociétés comme Kinéis et d'autres, puisque ça sera des ressources partagées, des ressources pour pouvoir faire du processing à bord afin qu'ils fassent tourner leurs applications. Et ça, tout est préparé, ce qui nous permet ensuite d'être à l'heure pour les lancements et de leur dire oui, vous avez effectivement une capacité de voler dès le mois de septembre. Et on a une date ? Pas encore, ça bouge, mais on va dire septembre, et vous connaissez les lancements, ça peut toujours bouger, en fonction de la météo souvent. Oui, mais les dates sont en général respectées, et c'est extrêmement important de se dire que maintenant, dans ce monde, où ce sont des entreprises qui vont lever des capitaux privés, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des écarts de délai de 2 ou alors des coûts qui explosent. Vous devez respecter des délais, respecter des coûts. Et avec ce cercle vertueux qui se met en place, vous pouvez dire à des investisseurs, voilà, chaque année, je vais faire voler un démonstrateur qui va être amélioré, etc. Et nous permettons simplement de faire voler ces entreprises, quelles qu'elles soient, qui vont ainsi pouvoir lever de l'argent et ainsi croître. Mais ça, c'est une vraie révolution dans le secteur, finalement, parce qu'on est habitué à avoir ces délais du secteur spatial extrêmement longs, et ce qui explique aussi peut-être la réticence des investisseurs qui savent que avant d'avoir un retour sur investissement, il faudra attendre très longtemps, sans avoir de garantie tout de suite que l'investissement sera payant. Donc là, on change complètement schéma. C'est cette idée aussi d'aller chercher dans la tech, de pouvoir montrer très vite la valeur de la technologie pour ensuite aller chercher des investisseurs. Alors je dirais que ce n'est pas une révolution, c'est une autre façon de faire du spatial. Ça ne veut pas dire que le spatial tel qu'on le fait traditionnellement ne va pas continuer. L'exploration, le James Webb Telecom, on ne va pas faire ça tel que nous gérons nos propres missions. Et nous appuyons sur des grands acteurs du spatial pour notamment toute la partie fabrication du satellite. Donc c'est juste un complément. Effectivement, avec des analogies dans le monde de la tech où vous devez avoir des cycles beaucoup plus courts, des essais, des tests qui sont beaucoup plus courts parce que ça permet de progresser plus vite. Et c'est une course de vitesse où en face de nous, on ne trouve pas les grands acteurs du spatial, on trouve les grands acteurs de la tech. C'est ça. Les Amazon, les Microsoft, les Google, etc. Donc c'est face à eux que nous allons être. C'est eux qui rentrent dans le spatial. Il n'y a aucun complexe à avoir, même si ce sont des géants. Il faut simplement apprendre à bosser différemment, tout en intégrant bien entendu les acteurs traditionnels du spatial avec qui tous les deux nous travaillons.
En fait, tous les deux, vous êtes un petit peu le fruit de cette ruée vers la data qu'on qualifie aujourd'hui. On parle même d'autoroute de la donnée entre ciel et terre. Ça explique aujourd'hui qu'il y ait des mutations, qu'on aille plus vite, que vous soyez aujourd'hui en face de concurrents géants de la tech et plus géants du spatial, Alexandre? Il y a plusieurs phénomènes. On est vraiment dans l'émergence du spatial comme un service, comme des services spatiaux, le spatial as a service, on pourrait dire. C'est effectivement ce qui a pu se passer dans la tech il y a pas mal d'années maintenant, où avant il fallait faire son petit logiciel et puis avoir ses machines, son data center, et puis quand ça montait en puissance, il fallait racheter des machines et les remettre dans son data center. Et puis après, a été développé le cloud, et maintenant vous allez sur n'importe quel provider de cloud, vous développez votre appli en ligne, et puis ça scale tout seul. Voilà. Et donc c'est vraiment vers ça que s'oriente ce genre de mécanisme nouveau côté spatial. Et donc oui, il y a une convergence un peu des mondes, parce que d'une part, il y a un accès à l'espace qui est beaucoup plus facile de base, parce que on miniaturise les satellites, parce que ça, c'est les effets de la miniaturisation en soi. Par ailleurs, l'accès à l'espace coûte moins cher. Donc, pour un même kilo à lancer, ça coûte moins cher de le lancer. Donc, on gagne deux fois. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a moins à lancer parce qu'on fait la même chose dans moins lourd. Et à la fois, chaque kilo qu'on lance, il coûte moins cher. Donc, c'est deux fois moins cher, quelque part, de le faire. Donc, déjà, le capex de départ, il est moins important. Et avec des systèmes comme ce que développe Loft Orbital, en plus, on va commencer à abstraire le capex pour celui qui veut tester une nouvelle application. Oui, en fait, il n'y a plus besoin de cette verticalité avec laquelle on était habitué quand un géant de la tech, par exemple, ou de notre secteur s'emparait d'un sujet. Voilà, il partait du point A, du début de la chaîne de production jusqu'à la fin. Là, c'est plus la peine de créer son satellite, de créer le service, de savoir comment envoyer, d'avoir sa propre fusée. C'est effectivement cette notion de créer des services dans le spatial grâce au numérique. Exactement. Et du coup, ça permet derrière de concevoir son application presque pas complètement, parce qu'on n'y est pas encore, mais quasiment indépendamment de l'infrastructure. Et donc c'est cette couche d'interface que permet Loft Orbital dans son développement, c'est de se dire, d'accord, moi je me concentre sur ce qui m'intéresse, à savoir la data, ce que j'en fais et à qui elle peut servir, et je passe pas et du temps et de l'énergie et de l'argent à concevoir le satellite qui va avec, parce qu'il y a des gens qui font ça très bien et dont c'est le métier et qui vont le faire pour moi de manière plus optimale. Alors on voit que effectivement, c'est peut-être un des secteurs les plus florissants du secteur spatial aujourd'hui, puisque vous avez rejoint le Next 40. On va venir à ce sujet. L'autre entreprise qui est à vos côtés est aussi une entreprise qui gère des données, plutôt pour l'environnement. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir rejoint le Next 40, Antoine? Vous avez parlé, quand on a préparé, que finalement c'est plus anecdotique que symbolique? Non, c'est pas anecdotique. C'est anecdotique d'être une société du spatial. D'accord. De rejoindre un Next 40, c'est pas du tout anecdotique. Oui, vous faites pas la différence en fait entre... Non, on est une boîte essentiellement tournée autour de logiciels. Oui. On a des partenaires qui sont traditionnellement dans le spatial, mais pour nous c'est très important d'être dans le Next 40. Ça donne une visibilité. Pour reprendre un point, on voit toujours ces oscillations entre le spatial et le numérique. L'espace, c'est la Terre. C'est pas un monde ailleurs. On a besoin de plus en plus de données. Il y a des moyens de calcul et de processing illimités. Toutes les applications qu'Alexandre a citées, c'est tous les jours dont on a besoin. L'observation environnementale, c'est en temps réel qu'on doit voir ce qui se passe sur notre planète. Rien de mieux que de faire ça depuis l'espace. Ce sont les moyens numériques et les technologies numériques, c'est-à-dire du logiciel essentiellement, qui viennent envahir l'espace. Et là, on retrouve tout à fait les logiques des boîtes qui sont dans le Next 40. Un développeur qui va être sur une boîte de tech va pouvoir venir travailler chez moi de la même façon, sauf que son logiciel va voler. Petite différence, mais ceci dit, dans les technologies ça fait la différence d'ailleurs? Ça fait la différence parce que pour un jeune ingénieur qui veut venir travailler chez nous, c'est très cool. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais ensuite, ce sont beaucoup de technologies du numérique, d'une part. Donc ce monde du numérique qui vient dans le spatial. Et nous, Loft, on est un peu entre les acteurs traditionnels et on peut attirer des jeunes notamment qui vont venir travailler chez nous, qui vont venir travailler chez vous aussi. La deuxième chose, c'est que dans les logiques économiques, on trouve ces cycles de levée de fonds, de contrats, et puis derrière de croissance de la société qu'on n'avait pas avec des cycles beaucoup plus longs et des domaines beaucoup plus régaliens avant. On est dans l'économie numérique,
Et ça, c'est tout à fait la logique du Next 40. Et là, je veux souligner également le rôle qu'a eu, en tout cas, la région Occitanie et puis le CNES, d'amorcer un cercle vertueux, de pouvoir financer ces innovations très en amont, parce qu'il s'agit des innovations, ce qu'on va faire, un laboratoire radiofréquence dans l'espace, et donc ils nous ont aidés à pouvoir mettre en place un contrat. Il s'agit d'un contrat commercial. J'ai des prestations que je dois à Kineis, et ça va nous permettre après ça de donner un exemple. Nous avons déjà des clients aux États-Unis, par exemple, qui sont très intéressés de se dire ah bah tiens, les Français font ça, deux sociétés effectivement qui sont des boîtes de tech vont développer ces technologies, ça nous intéresse beaucoup. Donc je voulais souligner ce rôle vertueux, notamment de la région et du CNES. Alexandre, votre société Kineis a levé un peu plus de 100 millions d'euros l'année dernière. De votre côté, Antoine, c'était 140 millions d'euros en 2021. De dollars, précisément. Vous faites bien de le préciser, environ 120 millions d'euros, 127 millions d'euros précisément. Aujourd'hui, vous avez rejoint le Next 40. Est-ce que ça veut dire que le secteur numérique spatial sera à la tête de proue du secteur spatial en Europe et qu'on va pouvoir amener des investisseurs sur ce secteur-là, retirer cette frilosité ? Oui, alors la frilosité... il ne faut pas se tromper d'analyse, je pense. C'est-à-dire que le spatial est perçu encore aujourd'hui, et quand même un peu à juste titre aussi, comme quelque chose de risqué. Oui. Et de fait, le spatial, c'est difficile. Pas plus tard que hier, Elon Musk a perdu 40 satellites qu'il avait lancés il y a 15 jours. À cause d'une tempête magnétique. Solaire. Bon, on n'a pas le luxe de perdre 40 satellites comme ça un beau matin. Mais... Sur 49 en plus, quand même. Donc effectivement, ça reste quelque chose de risqué, mais avec tout ce qui se développe, à la fois des coûts qui sont plus faibles, à la fois d'autres logiques de développement, on permet de mieux répartir le risque et du coup de mieux le maîtriser. Et ça, c'est des choses que du coup les investisseurs commencent à voir. Ils commencent aussi à mieux comprendre les mécanismes. Et puis, comme on disait tout à l'heure, dès lors que je peux me concentrer sur mon application, c'est des choses qui sont plus facilement appréhendables. Et alors que quand on part de toute la chaîne en disant je vais faire de l'imagerie satellitaire pour aller vendre à des agriculteurs pour leurs champs, et que je remonte jusqu'à fabriquer des satellites, c'est compliqué pour un investisseur de se dire sur toute la chaîne où est-ce que ça va, est-ce que vous allez tout maîtriser, etc. Exactement, quand vous êtes spécialisé sur quelque chose, c'est des objets qu'on comprend mieux, des business models qui sont plus clairs, et du coup il y a plus d'intérêt pour ça. Antoine, ce sera le mot de la fin. On a terminé. La prochaine étape pour développer le secteur spatial et convaincre les investisseurs, quelle sera-t-elle ? Je crois que c'est continuer à pousser ce cercle vertueux dont je parlais, c'est-à-dire un rôle de l'État. On parle du plan France 2030 dans lequel l'espace a un volet très très important. On est en train de parler maintenant de plusieurs centaines ou de milliards d'euros, 120, 130 millions d'euros. C'est pas tant que ça dans le spatial, donc il ne faut pas avoir peur. Les boîtes du spatial, venez tous lever de l'argent. Il y a un rôle des entrepreneurs, il y a un rôle de l'État, et puis ensuite il y a un rôle de boîtes comme nous pour montrer que ça marche et que ça sert à quelque chose. Et ça, on va s'y appliquer. Rendez-vous donc en septembre pour voir le fruit de votre collaboration entre Kineis et Loft Orbital. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space. Je rappelle, Antoine de Chassis, que vous êtes cofondateur et président de Loft Orbital, et vous, Alexandre Tisserand, président de Kineis. C'est la fin de cette émission dédiée au secteur spatial. On se retrouve la semaine prochaine dans Smart Space et dès lundi sur Bismart. Bonne journée à tous et bon week-end. Bien.